Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de cette série de vidéos concernant le prix Goncourt. Bon, j'espère que vous accrochez toujours autant à ce format, même si c'est un peu particulier au niveau du tournage, au niveau du montage parce qu'il y a un sacré décalage. Je vous donne quelques explications juste après, ne vous en faites pas. Et en attendant, je vous propose d'admirer ma petite escapade sur l'île pour une séance de dédicace où j'ai profité pour regarder plein de nouveautés et pour résister, apprendre à résister en tout cas. Mais un jour ils seront miens. En tout cas c'était pas mal, c'était sympa comme petite séance de dédicace, c'était à la librairie Le Bigle-Moi. Mais je sais pas, je m'étais dit que c'était sympa de filmer un petit peu des plans différents de ma tête que vous voyez pendant 1 heure, histoire de changer un petit peu et d'introduire de façon plus légère la vidéo parce que pour être honnête, en fait il s'est passé pas mal de choses au niveau personnel. Du coup c'était pas forcément la joie au moment où j'ai repris le tournage, je vous avoue. Je sais pas trop si ça va se ressentir, j'ai pas encore osé zioter les différents clips vidéo, mais il est possible que j'ai une petite tête et c'est normal, ne vous en faites pas. Ouais voilà, on va dire qu'il y a des choses pas très joyeuses qui se sont passées entre temps, mais vous en saurez un peu plus après, et encore je rentre pas trop dans les détails parce que ça ne concerne que moi. Sachez en tout cas que aujourd'hui, je dirais pas que ça va mieux, mais on remonte la pente, on va dire, on remonte la pente. En tout cas, j'essaie de reprendre progressivement ma présence sur les réseaux parce que c'est vrai que ça a pas mal impacté ça aussi. Je suis désolée par avance pour tous les retards que le format de vidéo a pris. Vraiment, j'ai enchaîné un peu les galères, j'avoue. J'en parle rapidement dans les vidéos et je voulais prendre ce petit temps pour mettre les choses au clair, entre guillemets. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait très mystérieux comme ça, mais voilà. Juste, je m'excuse pour ce contretemps, on va dire, et le retard que ça a pris au niveau du format. J'espère quand même que ça vous plaira en tout cas. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, sachant que j'ai pour projet de vous en préparer plein d'autres. Salut. Alors, bonjour. Je vous reprends beaucoup plus tard parce qu'on est le lundi 2 octobre. Je partais pour vous reprendre plus tôt et en fait il y a eu pas mal d'éléments qui ont fait que c'était pas possible du tout. Entre le déménagement et des problèmes médicaux, ça a été vraiment compliqué ces derniers jours. Pour autant, j'ai quand même avancé niveau lecture parce que le temps tourne et demain c'est déjà le jour des révélations par rapport à la 2e sélection du prix Goncourt. Donc, j'ai avancé dans mes lectures. Au moins, je me suis dit, je fais quelque chose par rapport au challenge. Donc, la dernière fois, je crois, on s'était arrêté avec Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi, qui avait été un très gros coup de cœur pour le coup. Et qui, à mes yeux, méritait vraiment sa place. Et j'ai enchaîné de suite avec celui-ci, donc La révolte des filles perdues de Dorothée Janin ou Janine aux éditions Stock Roman. Et alors, j'ai eu vraiment beaucoup de soucis avec celui-ci et pour être honnête, je l'ai arrêté. Alors je me suis arrêtée vraiment pour une fois, je suis allée plus loin que le milieu parce que pour le challenge, je m'étais dit que il fallait quand même que j'aille un peu plus loin que d'habitude. Mais ça l'a vraiment pas fait. Celui-ci, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve à en fait enquêter autour d'un fait divers, un fait de société survenu en 1947 au niveau de la prison de Fresnes, qui en fait était une prison réservée pour les femmes. Et en grande partie, on y retrouvait en grande partie des femmes qui, étaient catégorisées comme femmes de mauvaise vie, soit parce que, elles se prostituaient, soit parce que, elles traînaient dans la rue, ou elles déplaisaient à de la famille. Bref, tous les prétextes en fait étaient bons dès lors que ces femmes étaient un peu marginales. Elles se retrouvent là-bas et il va se passer une sorte de mini-révolution en fait au sein de l'établissement pénitentiaire qui va déboucher sur un questionnement plus profond pour la société qui en fait va d'abord dans un premier temps juger très spontanément ces femmes, puis petit à petit commencer à se demander pourquoi elles se sont révoltées, qu'est-ce qui ne va pas dans leurs conditions de vie. Et c'est vrai que ces conditions de vie-là, elles sont pas forcément très enviables et qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. En tout cas, la 4e de couverture plantait un peu cette idée-là que on allait vraiment s'intéresser précisément et presque essentiellement à cette partie de l'histoire. Sauf que
Bah c'est pas vraiment le cas. En fait, la façon dont c'est écrit, je n'ai pas du tout adhéré, j'ai pas accroché du tout. Parce que on va nous parler donc d'autres personnages qui vont graviter autour de cette histoire, mais dans une temporalité plus proche de la nôtre. Serge Valère qui est un avocat un peu médiatique, un peu, comment dire, pas tendancieux, mais voilà, qui est un peu souvent au cœur des polémiques, qui va devoir faire appel à une généalogiste qui s'appelle Elvire Horta, parce qu'en fait son fils a quelques problèmes, et en fait aux yeux du fils, le seul moyen d'aller de l'avant, c'est d'en savoir plus sur sa généalogie, donc de remonter un peu les racines de Serge Valère qui sont plutôt troubles et qui sont donc liées à la révolution qui est survenue à Fresnes. Alors, sur le papier, ça a l'air bien sympa et on a l'impression que ça va être plutôt équilibré entre les différentes temporalités, entre les différents points de vue, parce qu'on va avoir les points de vue de Serge Valère, on va voir ceux de Elvire, et on va voir plus un côté enquête qui va se dessiner dans certains points de vue, enfin, dans certains chapitres, autour du fait divers. Sauf que c'est pas du tout équilibré, et que à côté de ça, j'ai eu énormément de problèmes avec Serge Valère que je déteste. C'est un personnage, juste il est pas sympathique à lire, et il tient des propos horribles, vraiment horribles. Lui il s'intéresse pas du tout au final à ses racines, en fait il fait vraiment ça pour son fils, et pas tant par charité chrétienne ou quelque chose comme ça, mais plus parce que ben voilà, il veut pas avoir d'ennui, donc bon bah si ça te rend heureux fils, bah fais-le. C'est un peu cette idée-là. Le fils, c'est un peu limite une caricature d'une jeune société entre guillemets qui cherche à comprendre ses origines, qui a hérité entre guillemets, enfin oui d'une certaine manière qui a hérité un peu des travers, ou en tout cas qui reste marqué malgré le temps qui est passé, malgré les générations qui sont passées. C'est un peu compliqué comme histoire en fait. On sent que l'autrice, alors elle écrit très bien, il n'y a pas à dire. Franchement, à ce niveau-là, j'ai eu aucun souci. J'ai eu aucun souci non plus par rapport à la documentation, au travail fourni en amont par l'autrice, parce qu'on sent vraiment que elle a essayé de coller au plus près des événements, vraiment de chercher, de fouiller dans les archives. Même si parfois je reprocherais quand même des répétitions, comme par exemple le fait qu'elle va prendre un article, mais en amont de cet article qu'elle va donc citer, et ben elle va l'introduire en expliquant ce qui se passe dans l'article, puis après l'article, elle va répéter ce qui a été dit dans l'article. Voilà, il y a ce schéma de répétition là qui est pas terrible, mais enfin soit, ça encore ça passe. Mais non vraiment, en fait, j'ai trouvé que plus ça allait dans l'histoire et moins on se rapprochait en fait des événements de Fresnes. On tourne autour en fait, on tourne autour, on n'a pas tellement d'explications, on revient sur les mêmes éléments, on a l'impression de pas avancer. Les personnages sont pas sympathiques du tout, enfin, il n'y en a aucun auquel j'ai accroché, même Elvire, pas plus que ça. On a des réflexions, alors souvent par Serge Valère, qui sont compliquées à lire. Enfin, au bout d'un moment, quand ça fait la 15e fois qu'il tient des propos un peu insoutenables, bah on a envie de dire c'est bon, on a compris que le personnage, voilà, il est pas tout beau tout rose, mais il n'y a pas besoin voilà, de revenir sans cesse dessus, ou en tout cas de lui donner autant de voix. Et non, vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je me suis arrêtée un peu à contre-cœur quand même, parce que bah, je me suis dit c'est dommage pour le challenge, voilà, de s'arrêter là, de pas aller jusqu'au bout, mais en même temps, bah, j'avais plus aucune curiosité. Je n'avais aucune envie d'aller plus loin en fait dans le récit, juste non, vraiment pas. Alors après, à nouveau, je vous mettrai des extraits qui, à mon sens, hein, c'est toujours des extraits que j'ai choisis, donc à mon sens, ça représente un peu l'histoire, ou en tout cas, ça peut vous donner des clés pour mieux comprendre certains éléments de la construction, ou en tout cas comment c'est écrit. Mais vraiment, pour l'instant, ça a été un gros non de toute la sélection, de ma sélection, de la sélection. Donc ouais, un peu déçue quand même, parce que bah, je m'attendais à une bonne lecture, j'avoue. En tout cas, à apprécier ma lecture, et ça n'a pas du tout été le cas. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que dans la sélection, alors je sais pas si c'est quelque chose de récurrent ou pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent des similitudes entre certains livres. Enfin, en gros, il y a des thématiques qui reviennent. En tout cas, il y a souvent dans mes lectures, là actuellement pour le challenge, j'ai souvent eu cette impression que ça allait par deux livres qui allaient traiter de la même thématique de manière très très différente, et ça c'est super chouette de voir comment deux auteurs arrivent à s'emparer d'un même élément, d'un même matériel, et d'en faire quelque chose de singulièrement différent. Mais non, c'était vraiment marrant quand même à voir, parce que là il y a eu
Là dernièrement, j'en ai eu 2 sur la religion, qui traitent pas essentiellement de la religion mais qui en parlent beaucoup, où la religion a une place importante. Là-dedans aussi, on parle beaucoup de religion, pas toujours très bien amené hein, d'ailleurs, mais ça encore, ça fait partie des nombreux bémols de la lecture, j'aurais envie de dire. Je suis déçue en fait que ça l'ait pas fait parce que j'en attendais quand même pas mal. Et en fait, j'ai cette impression on nous a vendu une histoire qui allait parler d'un fait divers et petit à petit, en fait, ben pas du tout. Où on nous propose quelque chose de vraiment différent, donc au bout d'un moment, on a envie de dire bah non, hein, c'est pas ce que je suis venue lire, tout simplement. La révolte des filles perdues, page 12. 80 jeunes filles y vivent depuis l'automne, réparties en 5 groupes toujours séparés, dans des salles de 10 mètres de long sur 15 de large. Dans ces dortoirs, elles mangent, elles font leur toilette, elles tuent le temps, elles effectuent des travaux de couture, parfois elles ont classe. Jour et nuit, elles sont fermées là sans jamais pouvoir sortir, sauf pour une promenade d'une demi-heure à 1 heure dans la cour, lorsque le personnel est en nombre suffisant. Toutes sont mineures selon la loi, la plus jeune a 16 ans, la plus âgée 21. Elles ne sont pas des détenues, elles ne sont pas des criminels, elles sont de mauvaises filles, c'est pour ça qu'on les a capturées. La révolte des filles perdues, page 14. Dans des tiroirs fermés à clé, il y a des dossiers à leur nom. Elles y sont classées, étiquetées, rebaptisées par de droites écritures. Toutes dans le même sac, toutes jetées à l'ombre, soustraites à la lumière. Voleuses, fugueuses, caractérielles, nerveuses, inamendables, incorrigibles, inéducables, vicieuses, perverses. La révolte des filles perdues, page 14. Dans le groupe dont elle a la charge, il manque plusieurs filles. Elles sont au cachot ou dans la nuit, c'est à coups de poing et de pied qu'elles sont remaquillées, passées au bleu. La révolte des filles perdues, page 34. C'est faux. Certaines n'ont que 16 ans, mais surtout le mot « délinquante » est plaqué sur une réalité beaucoup plus complexe. Les mutinées étaient enfermées jusqu'à leur majorité, 21 ans à l'époque, mais le plus souvent sans avoir jamais été condamnées à une peine précise. Je suis en train de le comprendre en lisant les fiches conservées sur elles, les décisions de justice, les dossiers de procédure que je retrouve et les bouquins d'historiens expliquant la manière dont on bouclait les jeunes filles considérées comme une menace pour elles-mêmes comme pour la société. Un peu plus loin. Issues de familles moins pauvres, ou si elles avaient paru plus convenables, elles auraient été rendues à leurs parents après avoir été grondées. La révolte des filles perdues, pages 35 et 36. Un juge peut donc décider d'enfermer en institution corrective toutes ces adolescentes qui ont très souvent fui la violence familiale, des abus sexuels ou la grande pauvreté. On commence à utiliser la notion fourre-tout de prédélinquance. Selon leur attitude, on peut les y laisser jusqu'à leur majorité, les remettre à leurs parents ou les placer chez des employeurs, le plus souvent comme bonnes à tout faire, domestiques de peine ou gardes d'enfants avec interdiction de quitter leur emploi. Avant les 21 ans, la majorité, il n'y a pas de limite à la mainmise du juge. La décision est même parfois prise à la demande des parents mécontents de la conduite de leur progéniture au titre de ce qu'on appelait la correction paternelle. Ce sont donc dès le départ avant tout leur moralité, leur comportement, leur milieu d'origine, jugés déficients ou dangereux, qui valent à ces mauvaises filles d'être à l'ombre, pas les délits qu'elles ont ou n'ont pas commis, ni les articles du code pénal. J'en profite pour ajouter au passage qu'il y a des phrases qui sont peut-être et très certainement hyper maladroites dans leur formulation et d'autres fois ou carrément violentes dans la façon de parler de soi, du corps de la femme et j'en passe. Enfin, il y a des choses où c'est un peu à la limite du problématique, j'avoue. J'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas non plus trop enfoncer le livre. Mais concrètement, c'est pas un livre que je mettrai entre toutes les mains. Si vous voulez le lire, avant ça, je vous recommande quand même de lire beaucoup d'avis pour au moins savoir un peu les thématiques auxquelles vous risquez d'être confrontés et qui pourraient heurter votre sensibilité si vous êtes une personne qui veut pas lire sur certains sujets ou qui serait susceptible d'être blessée par des propos tenus dans le livre. Je dis en rien que c'est la pensée de l'autrice. Généralement, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que c'est le personnage de Valère qui est très antipathique. Vous le découvrirez si vous le lisez, mais il est vraiment pas appréciable du tout. Et justement, c'est lui qui tient la majeure partie des propos que je juge, moi personnellement, un peu problématiques
Après, j'avoue que Elvire, j'ai souvenir d'une discussion où elle est en face de l'avocat et qu'elle se dit moi je commence à vieillir, lui il reste toujours aussi bel homme. Donc sur le moment on se dit oh chouette, on va nous parler du fait que le rapport à la vieillesse n'est pas le même en fonction de si tu es un homme ou si tu es une femme, parce que la société ne te renvoie pas forcément la même image. Et au final, après, elle parle de se le taper ou des choses comme ça. Enfin, ça part vraiment un peu dans tous les sens, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il y a des occasions un peu comme ça qui sont loupées pour aborder des sujets peut-être plus pertinents et surtout par rapport aux faits divers. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Je vous souhaite de vous faire votre propre opinion en le lisant. Après la révolte des filles perdues, du coup, je me suis orientée vers un livre numérique. Parce que j'étais en déplacement et donc du coup c'était l'occasion. J'essaie juste de retrouver la fiche parce que c'est un livre avec un fond historique. Donc j'ai pas envie de me tromper dans les dates. Donc j'ai enchaîné sur Le Grand Feu de Léonore de Recondo. C'est le premier livre de l'autrice que je lis. Et ça a été une très bonne surprise parce que autant il y a des auteurs qui se vendent bien en librairie et dont on entend beaucoup parler, donc on sait après un peu juger, enfin pas juger le travail, mais on sait à quoi s'attendre. Autant Léonore de Recondo, j'en ai entendu parler beaucoup, sans pour autant trop savoir comment était son écriture ou plus d'éléments en tout cas qui pourraient caractériser son travail. Pour ce qui est de l'histoire, cette fois-ci on va tourner autour d'une sorte de couvent, d'institution religieuse qui s'appelle La Pietà. La Pietà à Venise. Et plus précisément, on va se retrouver en 1699 avec le personnage de Ilaria Taglianotte, si je le dis bien, je suis pas sûre mais c'est pas grave. Ilaria en tout cas, qui est en fait une jeune fille issue d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt aisé. Sa famille en fait travaille au niveau du textile. Sa mère est couturière je crois de mémoire. Sauf que le jour de sa naissance, sa mère est persuadée que la place d'Ilaria n'est pas auprès d'eux, donc au sein de la famille, mais vraiment à la Pietà, donc dans cette espèce de, comme je disais, d'institution religieuse où les enfants abandonnés sont recueillis, qui vont les former, mais aussi les former au niveau musical, qui va être pour Ilaria quelque chose de hyper important, parce qu'en fait c'est une personne qui est, du fait de ce passé, du fait de beaucoup des événements qu'on va apprendre à connaître, c'est une personne qui est très effacée, qui a besoin de liberté et qui se sent terriblement seule. Elle souffre énormément de sa solitude et en fait beaucoup de situations vont la ramener à ce statut de solitaire qu'elle apprécie pas des masses. Et en fait, la musique va vraiment être pour elle un élément déclencheur pour se découvrir, pour s'apprendre, pour s'aimer, pour s'émanciper aussi. Enfin, c'est vraiment un livre qui va tourner autour de la musique, comme pour le livre d'Akira Mizobayashi. Donc c'était marrant. Encore une fois, il y a ce système de doublons. Et tout le roman va retracer le parcours d'Hilaria, donc qui est vraiment une adolescente. En fait, tout au long du roman. Donc, à mesure que des événements vont forger son caractère, vont l'amener à se comprendre, vont l'amener à ressentir des émotions, tout simplement, et la marquer de différentes façons. C'est ce personnage que l'on suit de bout en bout et qui est très touchante parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est une personne qui est constamment ramenée à sa solitude. Il y a de très nombreux passages qui sont d'une beauté incroyable pour montrer à quel point cette solitude est vécue comme une violence terrible, comme une injustice pour elle, qui comprend pas par exemple que ses sœurs aînées aient le droit de rester au sein de la famille, alors que elle est finalement reléguée à la Pietà. Alors elle s'épanouit à la Pietà d'une certaine façon, elle n'est jamais dans le rejet total d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle de cerner un petit peu son environnement, etc. Et j'ai beaucoup aimé la découvrir petit à petit, la voir évoluer, la voir nouer des amitiés. Bon, j'ai moins aimé la voir déchanter à certains niveaux, évidemment, mais bon, ça fait partie du lot de la lecture. Mais non, vraiment, c'était une très très chouette lecture que j'ai dévorée, je pense, en facile d'une journée. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors c'est beau, c'est super bien écrit. Il y a du rythme, il y a du mystère, on sait pas trop où on va. Et en même temps, on arrive à te mettre des mots sur des émotions qui sont parfois un peu compliquées à décrire, à te proposer une interprétation de certains paysages qui est juste sublime, à te parler en veux-tu, en voilà, de la liberté, de la musique, de ce que ça apporte. Non, vraiment, c'était vraiment une très très chouette lecture, je ne peux que vous la recommander. Je sais que c'est un auteur ou une autrice qui a beaucoup de succès,
Comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup entendu parler en termes... en tout cas, le nom ne m'est pas du tout inconnu, mais j'avais jamais lu de livre de la personne en question. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir davantage son travail, voir un peu quelles sont les thématiques, s'il y en a qui reviennent, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un sujet un peu, comment dire... Souvent, il y a des auteurs qui aiment bien certaines thématiques et qui vont chercher à l'explorer de différentes façons. Et c'est vrai que c'est souvent intéressant de voir comme ça comment le matériel est exploré dans différentes directions en fait. On a également une part belle qui est donnée à l'art dans son ensemble parce qu'au-delà de la musique, on se situe à Venise. Alors, pas la meilleure partie de l'histoire de Venise. On comprend que le faste est un peu passé entre guillemets. Mais voilà, on sent que c'est toujours une ville qui est vraiment imprégnée par l'art, qui a beaucoup vécu au travers de l'art. Et c'est quelque chose qui revient aussi de manière fréquente, du coup notamment par la musique, mais au-delà de ça, la peinture, etc. Toutes les différentes manières de s'exprimer à travers l'art. Donc vraiment une très très chouette lecture, moi je ne peux que vous la recommander. J'ai sélectionné la blinde d'extraits, de belles citations magnifiques. Je sais pas si j'arriverai à faire le tri et à en mettre quelques-unes qui sont vraiment parlantes, mais je vais essayer. Après, si je devais contrebalancer un peu tout ça, je dirais que c'est pas le genre de livre où il faut vous attendre à avoir énormément de rebondissements. C'est rythmé au niveau de l'écriture, au niveau des chapitres qui sont relativement courts, et des événements qui s'enchaînent de manière plutôt fluide. Mais il n'y a pas d'enjeu particulier en termes d'action, de rebondissement majeur. Voilà. En tout cas, de mon point de vue, j'ai pas été transcendée par un rebondissement fou que je n'aurais pas vu venir. Dans l'ensemble, ça a été une lecture qui a été une très bonne lecture, mais sans surprise, quoi. Bon, vous allez rire, mais quand je vous dis que ce tournage devient vraiment entre guillemets une plaie en termes de montage, c'est que de base je vous avais prévu plein d'extraits pour les lectures numériques que j'ai fait dans le cadre de cette série de vidéos et je ne retrouve aucune des citations que j'avais relevées. Donc on est super. Vous allez devoir simplement vous fier à ce que je vous dis dans la vidéo malheureusement. Et puis si vous êtes curieux, je suis sûre qu'il y a des extraits sur des plateformes telles que Babelio et tout. Mais je voulais vraiment, moi de base, mettre les extraits qui m'avaient beaucoup plu moi personnellement, plutôt que des extraits que je trouvais sur internet et que vous pouvez tout aussi bien trouver. Ça me semblait plus une démarche plus personnelle en tout cas. Donc c'est encore loupé. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon visionnage. D'ailleurs, par rapport au grand feu, alors j'avais un peu peur au début parce qu'il y avait quelques vocabulaires un peu religieux au niveau de l'organisation de la Pietà, où j'avais un peu peur d'être vite larguée. Et en fait, pas du tout. Au final, ça reste compréhensible dans l'ensemble, même si on n'est pas forcément calé sur le sujet, qu'on n'a pas toutes les termes et toutes les notions, on peut suivre quand même l'histoire et en profiter pleinement. Le prochain, pour le coup, est un peu moins accessible d'emblée par rapport à cette thématique de la religion qui est très 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 présente. Et je vais donc vous parler, et après poursuivre ma lecture, de Croix de cendre d'Antoine Sénanque aux éditions Grasset toujours. Alors là, l'église va jouer avoir une place majeure tout au long de l'histoire et on va notamment parler d'une période historique autour de 1348. Au tout début de l'histoire, on va suivre deux moines dominicains, donc Antonin et Robert, je crois, de mémoire. Ces deux-là, en fait, vont être missionnés par le père supérieur, en tout cas leur supérieur hiérarchique d'une certaine façon, qui va leur demander d'aller chercher des parchemins, donc vraiment du papier très précieux, ainsi que de l'encre précieuse également, parce que voilà, il a quelque chose à écrire, il a un livre un peu particulier à écrire. Ça étonne beaucoup les deux moines parce que c'est pas une demande très courante, sachant que d'habitude ils écrivent sur du papier, mais ça reste du papier de pas bonne qualité et qui ne dure pas dans le temps, contrairement au parchemin. Et malheureusement, lors du retour, après avoir été chercher les différents éléments, ils vont se faire arrêter par l'Inquisition, qui est un peu intriguée par la demande faite par le père supérieur, et va garder en otage Robert pour faire pression sur Antonin afin qu'il recueille les paroles de leur supérieur pour permettre à l'église de comprendre ce qui se passe, d'espionner en fait un petit peu. Antonin va donc revenir plutôt
plutôt penauds vers le monastère, dans le but de recueillir donc les mémoires de son supérieur qui en fait sont liés à un scandale. Tout ce qu'on sait en tout cas, moi à l'heure actuelle, et ce que je peux vous dire sans trop vous en dévoiler, c'est que c'est un scandale qui est lié à l'arrivée de la peste noire, donc en Europe qui est arrivée en 1367. Et il semblerait que le supérieur d'Antonin ait eu un maître et que ce maître ait eu un lien très particulier avec le drame en question et que ça pourrait faire scandale, ça pourrait faire tache pour l'église. On en est là au point où j'en suis, c'est-à-dire que je suis à une centaine de pages à tout casser. Et pour l'instant, alors, ça reste un roman qui n'est pas le plus accessible parce que comme j'ai dit, on a vraiment beaucoup plus de la présence de la religion, mais en même temps, vu le contexte de l'histoire, c'est un peu obligé. On va nous parler beaucoup de la scission avec les dominicains et je ne sais plus quelle autre branche de l'église. On va nous parler du rapport à Dieu, du rapport à la religion, mais pas de panique. Il faut un temps d'adaptation quand même parce que je pense que ça doit être les 15 premières pages qui sont un peu, pas pénibles, mais si on n'est pas un peu calé sur le sujet, qui vont être un peu déroutantes. Mais après, l'histoire commence vraiment à prendre son envol, entre guillemets. On va suivre vraiment Antonin et Robert dans leur quête, dans la quête pour laquelle ils ont été missionnés, qui s'avère plus compliquée que prévu. Et en fait, progressivement, le scandale, l'histoire en lien avec la peste se dévoile à travers le témoignage du supérieur d'Antonin. Et vraiment, c'est très très chouette la façon dont c'est écrit, c'est fluide. Les chapitres, ils s'enchaînent très, très facilement, en tout cas pour l'instant. Et parallèlement à cette mémoire qui est donnée aussi bien au lecteur qu'à Antonin, on a vraiment, comment dire, plein de belles réflexions, plein de beaux passages sur du coup forcément la religion, mais au-delà de ça, on a Antonin qui va se questionner beaucoup sur le rapport, la trahison en fait, ce qu'il commet, sur son rôle vis-à-vis de Robert, qui lui-même est énormément intrigué par rapport à l'histoire qu'on va lui raconter, par rapport à la peste noire. On a toute cette partie historique qui est documentée, qui est vraiment bien écrite également, c'est vraiment pas indigeste. Moi j'avais un peu peur au début en me lançant que ce soit le cas, surtout vu les 15 premières pages. Mais au final non, parce que on est intrigué. On est comme Antonin, on est un peu au même stade, on sait pas trop où on va, mais on y va. Et c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit pour le coup. Donc pour l'instant je suis embarquée dedans. Je vous en dirai certainement plus au fur et à mesure de la lecture, parce que comme j'ai dit, je suis encore en cours. Là je suis à même pas... je dois être à un tiers du roman. Non, vraiment pour l'instant je passe un bon moment. C'est pas la meilleure lecture que j'ai lue pour l'instant, mais c'est pas la pire non plus, on va dire. Merci La Révolte des Filles Perdues, qui est pour l'instant, malheureusement, celui, je pense, qui est le moins passé. Et sur ce, eh bien, je vais me plonger directement dans cette lecture parce que j'ai hâte, en fait, d'y retourner. J'ai vraiment hâte. Mais du coup, je vous reprends quelques heures plus tard. Là, j'ai pris le temps d'aller manger quand même un petit bout, après avoir terminé le livre. Alors, je me suis arrêtée, je pense, au bon moment pour vous présenter dans un premier temps le livre de façon très positive. Et ça a été plus pénible comme lecture, moins que La Révolte des Filles Perdues quand même. Mais là, ce qui m'a posé problème, comment dire, c'est le côté très long en fait. Et j'ai trouvé que la deuxième partie de ma lecture, en fait, était beaucoup plus pénible aussi parce que il y avait toute cette place prise par la religion qui est énorme. Et peut-être que ce matin, j'avais pas forcément envie de lire des livres sur la religion, peut-être, je sais pas. Au niveau de l'écriture, il n'y a rien à dire, franchement ça se lit tout seul. On a des très belles phrases qui nous sont données, etc. Mais je pense que la thématique a un peu joué par rapport à mon appréciation vis-à-vis de ce livre. Parce que ouais, non, j'ai trouvé que la deuxième partie était plus compliquée, je suis moins rentrée dans l'histoire. L'action est trop lente à se mettre en place et au final on a l'impression de pas trop avancer. Parce que comme je le disais ce matin, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est ce côté mystère, on sait pas trop où est le scandale. Donc c'est sympa et c'est ce qui nous tient en fait un peu en haleine. Et en fait, j'ai trouvé que la deuxième partie prenait trop de temps pour étirer ce mystère, jouer trop sur le « Ah bah tu sauras au prochain chapitre un nouveau détail ça avance beaucoup trop lentement dans les révélations. Et parallèlement à ça, on a l'histoire entre Antonin et Robert, surtout d'Antonin, puisque donc Robert est enfermé, mais... pareil, ça n'avance pas des masses. Antonin, c'est un personnage qui est très, très bon, en fait. Il veut faire le bien, et il est très intéressé par tout ce qui est plantes médicinales.
Il a un jardin en fait dans le monastère et il s'occupe de le cultiver, de répondre aux attentes des autres moines. Mais en fait, du coup, concrètement, il se passe pas grand chose. C'est vraiment sur le quotidien d'Antonin, sur ces petites réunions qu'il a de temps en temps avec son supérieur Guillaume. J'ai oublié son nom, mais il s'appelle Guillaume, donc son supérieur. Et ouais, c'est très très long à se mettre en place. Même si au final, j'avoue que le mystère, il est quand même sympa à découvrir. J'ai refermé le livre en étant satisfaite de la réponse qu'on m'a fait miroiter tout le long. Mais je pense que ça a pris beaucoup trop de temps à étaler le mystère et qu'il aurait fallu proposer peut-être un peu plus de... en fait non, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que l'auteur aurait dû faire parce que c'est pas mon rôle de dire qu'est-ce que l'auteur aurait dû faire. Mais en fait je trouve que ouais, c'est pas très bien dosé, peut-être réduire le nombre de pages, je sais pas. Donc ça a été un bémol quand même qui a pas mal entaché la deuxième partie de ma lecture. En plus de l'omniprésence de la religion. Moi je m'attendais plus, alors à nouveau hein, c'est toujours une question d'attente vis-à-vis du livre, mais je m'attendais plus à un livre qui allait parler de la peste. Et au final, pas tant que ça en fait. Enfin, on en parle, ça a quand même une place importante, mais c'est pas le cœur même du sujet. En fait, c'est un peu compliqué à dire, mais si vous aviez sur le même niveau l'église, la religion, etc. et la peste, l'église elle est carrément là, et la peste, on est là alors qu'on aimerait être au moins à ce niveau-là. Enfin, qu'il y ait un équilibre un peu plus présent, et là c'est vrai que c'était un peu dommage de pas avoir, je sais pas, un personnage extérieur à toute forme de religion qui parlerait un peu de ce qui s'est passé. Alors après on apprend pas mal d'informations, parce que c'est un livre qui est hyper documenté. Les sources elles sont toutes mises à la fin du roman, et c'est vrai que c'est super intéressant de voir que certains personnages sont vraiment inspirés de faits réels, en tout cas pour la plupart elles le sont, que des recherches ont été menées pour coller au plus près de la réalité historique, mais également la réalité religieuse de cette époque-là. Et non, franchement ça c'était hyper plaisant parce que tu sens d'ailleurs que l'auteur il s'est décarcassé pour proposer quelque chose de qualité. C'est juste que ça a pêché au niveau de l'équilibre et au niveau de l'action. En fait, si je devais simplifier la chose très concrètement, c'est ça le gros problème, c'est que ça a manqué à ces deux niveaux-là. Après, honnêtement, je l'ai terminé. C'est l'essentiel. Je me dis qu'étant parvenue à le terminer, déjà, ça montre sa qualité, ça montre qu'il y a quelque chose derrière. La révolte des filles perdues, j'ai pas pu parce que comme je l'ai dit, en fait, je me suis trop sentie flouée, entre guillemets, sur le résumé et j'étais trop en opposition avec le personnage de Serge Valère que ça n'allait pas du tout et que j'avais même plus le désir de savoir le fin mot de l'histoire. Là, même si c'est lent, même si ça prend le temps de planter un univers religieux relativement complexe, au final il y a quand même quelque chose qui fait que tu restes jusqu'au bout. L'écriture, le mystère font que même si c'est un peu étalé copieusement et de manière pas très subtile, tu prends quand même et tu vas jusqu'au bout. Non, franchement je pense que c'est pas mon livre préféré de toute la sélection de la sélection, mais ça reste une lecture de qualité, quand même exigeante. Et pas forcément à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des personnes qu'on va très certainement perdre avec un tel sujet. Sinon, au-delà de ça, c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment qualitatif. Ouais, pour l'instant, il y a qu'une seule grosse déception quoi au final quand on regarde un peu toutes les lectures. Donc pour l'instant, au niveau de la sélection, pour piocher un peu parmi les livres qui sont proposés, franchement ça reste relativement équilibré. Après j'avoue que le Goncourt étant censé normalement être un prix qui est relativement accessible au grand public, parce que c'est le genre de livre qui s'offre, on va dire de manière spontanée, etc. J'aurais du mal à le voir celui-ci gagner parce que il est beau, il y a de belles réflexions sur la place de Dieu, sur le sens de la vie et plein d'autres thématiques comme ça. Les tournures de phrases sont qualitatives et tout, mais en fait, ouais, c'est vraiment le côté très présent de la religion où je me dis, est-ce que ça peut passer? J'en suis pas convaincue. Le Grand Feu, encore, il y avait un aspect religion qui faisait qui était présent, mais c'était contrebalancé par le portrait d'une femme, par la présence de l'art, de la musique, qui venait contrebalancer le tout et qui permettait de pas se sentir submergé d'informations religieuses. Donc peut-être que ça peut jouer. Je serais pas vous dire. Pour l'instant, il y en a quand même qui se démarquent beaucoup, comme Triste Tigre par exemple, et d'autres où ça me paraît compliqué qu'ils passent. Malgré leur qualité, les thématiques font que c'est un peu plus compliqué de porter l'étiquette grand public. Après grand public, au final, on a déjà eu le livre La mémoire des hommes, qui était pas forcément le plus accessible, mais qui avait quand même remporté le prix Goncourt. On peut avoir des surprises, mais pour l'instant, je suis pas... J'irai pas me positionner
à coup sûr sur celui-là, sur Croix de Cendre. Après, comme j'ai pas lu toute la sélection du fait du nombre conséquent, c'est un peu compliqué d'être très catégorique, mais voilà. Pour l'instant, je dirais que celui-là, malgré sa qualité, je pense pas qu'il va passer. Alors j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire aujourd'hui, mais le prochain livre que je vais pouvoir lire, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Alors celui-ci, je l'ai un peu laissé traîner de côté en me disant j'ai envie de le lire, mais c'est le côté... T'en as tellement entendu parler en bien que du coup t'as un peu peur d'être déçu. Je sais que quand l'auteur était passé à la grande librairie, j'avais été intriguée, mais énormément intriguée. J'avais voulu le lire tout de suite et puis je m'étais dit non, garde-le pour la fin au cas où t'as des lectures trop compliquées qui plombent un peu le moral ou des choses comme ça. Au final ça va. Alors on n'est pas sur des sujets très joyeux non plus, hein. La peste, les violences sexuelles ou etc. C'est pas très joyeux, mais ça m'a pas non plus plombé comme lecture, donc celui-ci je l'ai vraiment laissé de côté, mais j'ai peur d'être déçue. Bon après on verra, hein. On va lui donner sa chance et puis on verra bien, puis je vous dis ça au plus vite. Salut tout le monde, alors je vous reprends bien plus tard puisque nous sommes le 9 octobre parce que la semaine dernière il s'est vraiment passé beaucoup de choses sur le plan personnel et même le plan médical, donc j'ai dû mettre un peu en pause le challenge, le temps de revenir on va dire plus forte ou en tout cas en meilleure santé. Mais j'ai quand même eu le temps de terminer, enfin de commencer et de terminer le dernier livre de la sélection que je m'étais donné du titre pour le challenge. Et il s'agit de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa que j'avais gardé aux éditions L'Iconoclaste, que j'ai gardé pour la toute fin parce que je m'attendais à un très gros coup de cœur. En tout cas, le livre me tentait énormément et je n'ai pas été déçue, vraiment. C'est, je pense, le livre sur lequel je mise le plus. Alors depuis la deuxième sélection pour le Goncourt a été dévoilée, beaucoup des livres que j'avais lus n'ont pas été retenus, mais je crois sur la sélection que j'ai lue n'ont été retenus que Croix de Cendre, Triste Tigre, Veiller sur elle, et il me semble que c'est tout en fait à peu près. Là comme ça de mémoire, je vous dirais qu'il n'y a que ceux-là qui ont été retenus par rapport à ma sélection à moi. Et j'avoue que les autres livres ne me tentent pas plus que ça. Peut-être le livre de Barbéris, je crois. Ou là, pourquoi pas, si je le trouve d'occasion, peut-être que je vous tiendrai au courant et je vous en dirai ce que j'en pense. Mais actuellement, non. Pour l'instant, je reste sur mes chouchous, Triste Tigre, Veiller sur elle. Alors, Croix de Cendre, j'avoue que je serais un peu déçue si c'était lui qui gagnait parce que c'est pas le meilleur, on va dire, pour l'instant. Il est bien, hein, il y a du bon, franchement, mais... de là à dire que c'est lui le Goncourt, ça me paraît un peu compliqué. En tout cas, Veiller sur elle est vraiment chouette. Pour l'histoire, on est au niveau de l'Italie du XXe siècle, avec toute la part historique en toile de fond, évidemment. Donc la guerre qui se prépare, la guerre qui chamboule tout, la montée du fascisme et j'en passe, qui va vraiment avoir une place importante dans le roman sans prendre le pas sur l'histoire de nos personnages. Et justement nos personnages, nous avons Mimo, enfin du coup c'est son surnom, et Viola. Viola, c'est une jeune femme au tout début, une petite fille au tout début du roman qui vient d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt aristocrate, au sein d'un petit village. Comme c'est une famille fortunée plutôt récemment, enfin, qui a construit sa fortune plutôt qu'elle n'en a hérité, il y a vraiment des légendes autour de cette famille qui font que voilà, on se méfie un peu, mais en même temps ce sont vraiment les bienfaiteurs de la ville. Et on a Mimo qui est un petit garçon aussi au début du roman, qui lui pour le coup a dû se séparer de sa mère dû à la guerre en grande partie. Il va rejoindre un oncle qui n'en est pas vraiment un, mais bref, qui dans l'esprit est censé être un oncle, qui tient un atelier de sculpture. Et Mimo va comme ça vraiment plonger dans ce monde-là. Bon, il avait déjà un pied dedans vu que son père était sculpteur. Mais il va plonger dans ce monde et en fait il va montrer vraiment un talent, comment dire, vraiment étonnant pour un jeune homme de son âge. Et ce talent ne va faire que grandir et va vraiment lui permettre de s'élever socialement, de pourvoir à ses besoins, vraiment de lui permettre de s'accomplir pleinement. Et en même temps, Mimo, il est quand même vachement intrigué par cette Viola, dont il connaît forcément la famille, du fait qu'ils se retrouvent au même endroit et du fait que
l'atelier travaille souvent pour la famille Orsini. Mais Viola, elle est vraiment très particulière parce qu'elle est toujours un peu à la limite de la folie, de l'intelligence exacerbée. Enfin vraiment, elle est sur le fil entre les deux. Elle est capable de retenir très rapidement des informations qu'elle vient de lire dans la foulée et vraiment comme ça de développer un savoir. Sauf que évidemment la place de la femme n'est pas très enviable à cette époque-là, ce qui fait que ça la contrarie énormément dans beaucoup de ses projets. Et vraiment il va y avoir une espèce d'amitié qui va se nouer entre les deux. Chacun pour accomplir son rêve. Les deux vont s'entraider, les deux vont se déchirer, mais vraiment cette relation qui se déploie de page en page avec en fond cette histoire-là qui est bouleversée, qui bouleverse tout même. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Non, vraiment très très chouette. Des passages, mais d'une splendeur incroyable. Enfin, au niveau de l'écriture, par contre, il est lourd. Je me permets de le reposer. Au niveau de l'écriture, on est servi par une plume qui a déjà travaillé, ça se sent, mais qui est en même temps recherchée pour avoir une espèce de poésie, de réflexion sur tellement de thématiques comme la sculpture, l'art, l'amour, l'amitié, la guerre et plein d'autres éléments comme ça. Je peux pas tout vous dévoiler, j'ai pas envie de briser la magie en fait du livre en lui-même. Les personnages sont absolument touchants. On a ce Mimo, alors qu'on retrouve au tout début du roman, on le retrouve vieux et mourant, enfermé dans une espèce de monastère où voilà, il y a tout un mystère autour de lui et autour d'une sculpture qu'il a réalisée et qui est en fait enfermée, protégée par les moines parce que le Vatican juge qu'elle a un effet un peu étrange sur ceux qui l'observent. Et c'est vrai que ça a l'air d'être le cas. Et en fait, c'est parce que tout simplement cette histoire, la sculpture a une histoire en lien avec le passé qu'on découvre progressivement, mais c'est magnifique. C'est vraiment le genre de roman où tout est dans la symbolique et en même temps la beauté des phrases, la beauté des personnages avec une Viola qui, au début, on a un peu le sentiment qu'on va nous parler essentiellement de Mimo et qu'elle va avoir un rôle important, mais pas plus que ça. Et en fait, plus on progresse dans le roman et plus on a l'impression que c'est elle qui prend toute la place, que c'est elle, en fait, le personnage central de l'histoire, le personnage principal. Elle a une telle force de caractère que c'en est stupéfiant. Elle est déterminée, elle est intelligente, elle est intrépide. Elle embarque tout le monde facilement dans ses histoires. Et en même temps, elle est parfois super naïve ou en tout cas, elle n'a pas toujours conscience des vérités du monde. Et enfin, elle est vraiment incroyable. Franchement, c'est le genre de personnage qui touche, qui fait réfléchir et en même temps qu'on a envie de suivre, mais encore plus longtemps que ne le permet le roman. Parce que elle est incroyable en fait, tout simplement. En fait, ce que j'ai eu l'impression, c'est d'être emportée par le roman. Une fois qu'on met un pied dedans, on se laisse porter par le livre. Et en plus, je pense que c'est ce que j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Vraiment de me laisser emporter par l'auteur et son histoire. Et ça a été le cas. Et du coup, vous dire les rebondissements, le rythme ou quoi, je ne saurais pas vous informer plus que ça. Parce que juste, c'est hypnotisant en fait. C'est vraiment le genre de roman où on lit et on se coupe du monde totalement juste pour avoir le plaisir de retrouver ces personnages et découvrir plus cette Italie qui est tourmentée, qui est passionnée en même temps. Enfin, c'est vraiment un condensé d'émotions. Franchement, c'est une boule d'émotions à lui tout seul. Et c'est un roman absolument génial que je ne peux que vous recommander. Et donc, comment vous dire que, franchement, celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il gagne le concours parce qu'il le mérite vraiment au niveau de la construction, etc. En plus, c'est un auteur qui n'a pas l'habitude de produire un pavé pareil parce qu'on est presque quand même à 600 pages. Et pourtant, l'exercice est relevé haut la main. Enfin, il n'y a pas de longueur. À aucun moment, j'ai eu envie de me stopper ou j'ai eu un sentiment de freiner parce qu'il y a toujours quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose qui attire notre attention et qui fait qu'on est à fond dedans. Donc non, franchement, il mériterait vraiment de gagner ce concours. Veillez sur elle, page 10. Seuls ces points dépassent de la couverture de laine brune, de chaque côté de la tête. Un enfant de 82 ans en proie à un cauchemar. La peau est jaune, au point de rupture, vélin tendu sur des angles trop vifs. Le front luisant, ciré par une fièvre grasse. Il fallait bien qu'un jour sa force le lâche. Dommage qu'il n'ait pas répondu à leurs questions. Un homme a droit à ses secrets. D'ailleurs, ils ont l'impression de savoir. Pas tout, mais l'essentiel. Parfois, les avis divergent. Pour tromper l'ennui, on se découvre des ardeurs de commère. C'est un criminel, un défroqué, un réfugié politique. Certains le disent retenu contre son gré. La théorie ne tient pas, on l'a vu partir et revenir. D'autres affirment qu'il est là pour sa propre sécurité. Et puis, la version la plus populaire et la plus secrète, car le romantisme n'entre ici qu'en contrebande, il est là pour veiller sur elle. Elle qui attend dans sa nuit de marbre,
à quelques centaines de mètres de la petite cellule, elle qui patiente depuis 40 ans. Tous les moines de la sacrale ont vu une fois, tous aimeraient la revoir. Il suffirait d'en demander la permission au padre Vincenzo, le supérieur, mais peu osent le faire. Par peur, peut-être, des pensées impies qui viennent, dit-on, à ceux qui l'approchent de trop près. Et des pensées impies, les moines en ont bien assez comme ça quand ils sont poursuivis, au cœur du noir, par des rêves au visage d'ange. Veillez sur elle, page 14. Toutes mes joies, tous mes drames sont d'Italie. Je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois. Qu'elle s'endorme 5 minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. Les génies naissent ici comme de mauvaises herbes. On chante comme on tue, on dessine comme on trompe, on fait pisser les chiens sur les murs des églises. Ce n'est pas pour rien qu'un Italien, Mercalli, donna son nom à une échelle de destruction, celle de l'intensité des tremblements de terre. Une main démolit ce que l'autre a bâti, et l'émotion est la même. L'Italie, royaume de marbre et d'ordures, mon pays. Veillez sur elle, page 101. Viola était une funambule en équilibre sur une frontière trouble tracée entre deux mondes. Certains dirent entre la raison et la folie. Je me battis à plus d'une reprise, parfois physiquement, contre ceux qui l'accusèrent d'être folle. Veillez sur elle, page 130. Pourtant, les livres continuaient d'affluer, et avec eux, l'univers s'élargissait. Pour la première fois de ma vie, je me surprenais, quand je sculptais, à songer confusément que mon geste n'était pas orphelin, qu'il avait été affiné par 1000 autres avant moi et le serait par 1000 autres après. Chaque coup de marteau venait de loin et s'entendrait longtemps. Veillez sur elle, page 138. L'espace d'un instant, Viola et moi sommes de la même taille. Nous avons presque 14 ans. La même taille exactement. Ça ne durera pas, elle le sait, je le sais, nous le savons car j'aime dire « nous ». Dans une seconde, Viola continuera de grandir et filera vers le ciel. Je resterai là, au ras du sol. Alors nous nous regardons longtemps, bien dans les yeux, plantés l'un dans l'autre. Presque surpris par ce croisement, égalité inattendue, dans une nuit de cimetière et de couleurs rôties par la chaleur du jour. Je me surprends à croire, l'espace d'un instant, que rien ne changera. Mais déjà les forces sont à l'œuvre qui la font pousser, les cellules qui s'empilent, les os qui s'étirent, et molécule par molécule, Viola s'éloigne de moi. Veillez sur elle, page 184-185. Elle prit ma main et la posa sur son cœur, toujours aussi peu rembourré, toujours émouvant comme les collines de Toscane. Nous sommes jumeaux cosmiques. Ce que nous avons est unique. Pourquoi compliquer ? Je n'ai pas le moindre intérêt pour les choses auxquelles mène normalement cette conversation. Tu as vu l'air crétin de Vittorio quand Anna entre dans la pièce ? Tu as vu les yeux qu'il ouvre quand elle tire sur les lacets de son décolleté ? La chose doit être agréable, bien sûr, pour abêtir à ce point. Mais je ne veux pas devenir bête, justement. J'ai des choses à faire, et toi aussi. Un grand destin nous attend. Tu sais pourquoi je t'ai présenté Bianca ? Pour mon anniversaire ? Elle se mit à rire de cette façon unique et rare qu'elle avait de le faire, la tête renversée en arrière, les bras légèrement séparés du corps, comme si elle s'apprêtait à pousser un contre-hut. Non, Mimo, je voulais te montrer qu'il n'y a pas de limite, pas de haut ni de bas, pas de grand ou de petit. Toute frontière est une invention. Qui comprend ça dérange forcément ceux qui les inventent, ces frontières, et encore plus ceux qui y croient, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Je sais ce qu'on dit sur moi au village. Je sais que ma propre famille me trouve étrange. Je m'en fiche. Tu sauras que tu es sur le bon chemin, Mimo, quand tout le monde te dira le contraire. Je préférerais plaire à tout le monde. Bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'es rien. Alors, dans l'état actuel des choses, on est alors actuellement on est à la 2e sélection et il y a 8 livres qui restent en lice et on saura plus le 25 octobre, je crois, de mémoire. On n'en aura plus que 4, donc à voir si sur ces 4, je retrouve mes chouchous ou pas. Et puis après, le finaliste sera désigné le 7 novembre, donc dans pas si longtemps que ça finalement. Bon. En tout cas, en l'état, je ne peux pas me prononcer parce que je ne peux pas lire tous les livres malheureusement. Mais j'espère en tout cas que le format vous plaît, enfin vous aura plu. Et puis j'espère pouvoir vous proposer à l'avenir de prochains vlogs parce que ça reste quand même sympa. Alors il se passe toujours quelque chose quand je lance un vlog ou un challenge, il y a toujours, comment dire, un truc qui fait que pendant une semaine je vais être bloquée ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas si pour moi c'est une bonne idée, mais
En tout cas, moi, ça reste quand même un plaisir de tourner comme ça, un peu, comment dire, pas à l'arrache, mais un peu au jour le jour. Des petits avis comme ça sur des livres que je viens de terminer. Et j'espère pouvoir vous en proposer d'autres à l'avenir. Et puis, moi, je vais vous laisser parce que j'ai des cartons à préparer. Je déménage en fin de semaine. Alors actuellement, je vous avoue qu'on ne dirait pas parce qu'il y a encore tellement de trucs à faire. Plein de livres, surtout beaucoup de livres. Et ça prend de la place, mais on n'en voit pas le bout. Donc bon, j'y retourne, j'ai ça le montage à faire. Plus, j'ai pris un peu de retard au niveau des montages de point lecture et du book haul de septembre. Donc j'y retourne et moi je vous laisse là pour ce vlog. Merci encore pour l'attention que vous lui aurez portée et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!